Une vie bien rangée, un chemin tout tracé, et puis un jour, il faut en dévier. Suivre un instant sa propre étoile, partir sans se retourner, sans rien regretter. Le temps file, il court alors qu'on marche, qu'on passe d'un sentier à un autre, d'un chemin de vie à un autre, jusqu'à réaliser que parfois, le chemin, c'est nous. Si Estelle a parcouru le chemin et tenu la distance, c'est que Dieu lui a donné la foi, et bien plus que ça. Vous écoutez Transfert, épisode 209, un témoignage recueilli par Capucine Rouault. Aussi loin que je m'en souvienne, j'ai toujours voulu être infirmière. Pourtant, personne de mon entourage était dans ce milieu, mais pour moi, c'était comme une évidence. Et d'ailleurs, quelques années après, j'avais discuté avec ma mamie et elle m'avait dit « Mais quand tu étais petite et que tu jouais à la poupée, elles étaient toujours malades, tu passais ton temps à les soigner. » C'était ce qui m'animait, en fait, prendre soin des autres, et je me voyais vraiment pas faire autre chose que ça. Quand j'avais 7 ans, j'ai été hospitalisée quelques jours. J'ai aimé en fait cet univers, j'étais vraiment émerveillée et j'adorais être avec les infirmières et même prendre soin des autres enfants. Et je pense qu'il y a quelque chose qui s'est joué à ce moment-là, peut-être inconsciemment. À 18 ans, je passe mon bac et en même temps, je passe les concours de l'école d'infirmière. Et je suis reçue à l'école et du coup, je commence ma formation et tout se passe bien. Et à 21 ans, je suis diplômée. Quand je commence l'école d'infirmière, mon souhait, c'était de vouloir travailler avec les enfants parce que j'adorais les enfants. Et quand j'ai fait mes stages, je me suis rendu compte que aimer les enfants qui vont bien et prendre soin d'enfants malades, c'était vraiment des choses différentes. Et je me suis rendu compte que c'était plus ce dont j'avais envie. Par contre, j'ai découvert la psychiatrie et c'est un univers qui m'a beaucoup plu et je me suis vraiment projetée en tant que professionnelle dans ce service. Et du coup, c'est là où j'ai décidé de commencer à travailler après mon diplôme. Au bout d'un an d'exercice, j'habitais chez mes parents. Voilà, j'étais avec les mêmes amis aux mêmes endroits et j'ai eu une envie d'ailleurs, une envie de prendre l'air, de découvrir autre chose. Et j'ai eu l'idée de partir en mission humanitaire au Mali. J'ai décidé ça peut-être en quelques semaines, mais c'était assez naturel, quoi. Du coup, je pars 6 mois au Mali et je pars travailler dans une prison à Bamako. Vraiment, tout est nouveau pour moi. La mission s'est vraiment bien passée. Je découvrais tout avec beaucoup d'enthousiasme et beaucoup de curiosité et je me suis vraiment investie dans cette mission au Mali. Après les 6 mois de mission au Mali, je rentre à Nantes et du coup, je retrouve un poste d'infirmière en psychiatrie. En mai 2017, à ce moment-là de ma vie, je suis en couple, ça se passe pas super bien. Il y a plein de choses que j'ose plus trop faire. Quand je sentais qu'à ce moment-là, en fait, j'avais vraiment peur de l'inconnu et de faire des nouvelles choses, je me suis dit: «Mais Estelle, il y a 10 ans, t'as pris l'avion, t'es partie dans un pays inconnu alors que t'avais jamais fait ça. Comment ça se fait que 10 ans après, t'en sois plus capable, en fait?» Et donc je me dis: «Si j'avais ça en moi 10 ans auparavant, ça veut dire que je peux encore le faire malgré toutes les peurs qui sont arrivées entre-temps». Et j'ai l'envie, l'idée, suite à une conversation avec une amie, de partir marcher un peu toute seule sur le chemin de Compostelle. J'y connaissais rien et j'avais jamais fait plus d'une journée de randonnée en itinérance. Et j'avais tellement peur de partir que j'ai absolument rien regardé. J'ai fait ça rapidement et je suis partie à l'arrache. J'ai juste pris un sac à dos, j'ai mis quelques trucs dedans et moi et mes peurs, on s'est mis en route. Et voilà, je me retrouve à marcher pendant 8 jours et vu que j'avais rien préparé niveau physique, ça se passe pas très bien. Le 1er jour, vu que je connaissais rien, j'ai fait 30 kilomètres, ce qui est beaucoup trop. Je suis arrivée, j'avais en fait les pieds en sang et j'avais pas du matériel adapté, je m'étais pas bien préparée et j'ai tout découvert en route. Mais je sens qu'il y a des choses qui se passent en moi, je sens qu'il y a des petites choses qui commencent à lâcher. Sauf qu'au bout de 8 jours, ça s'arrête parce que j'avais pas plus de vacances. Je me sens assez frustrée et je me dis: «Bon bah Estelle, tu feras ça quand tu seras à la retraite». C'est un peu ce que tout le monde dit en fait, j'attendrai quand je serai à la retraite. Quelques mois plus tard, je prends la décision de quitter mon compagnon, de quitter notre logement et là, je ressens les choses comme une évidence de me dire: «OK Estelle, en fait c'est maintenant
Estelle, t'as laissé ta zone de confort se restreindre. T'as plein de peurs que t'avais pas, par exemple, 10 ans plus tôt. Je sentais que je m'étais un peu perdue et qu'il fallait que je me retrouve, quoi. Et je me dis: «Estelle, tu peux pas attendre 30 ans pour faire un truc que t'as besoin de faire maintenant et qui pourrait porter ses fruits pour toutes les années que t'as à vivre, quoi». Et donc là, quand je décide, de quitter mon compagnon et de quitter la maison où on habitait ensemble et revenir chez mes parents, je me dis: «Estelle, en fait, là, tu les as plus ces contraintes matérielles et pour le travail», j'ai juste demandé à mon responsable si je pouvais faire une pause, pendant 6 mois et de retrouver mon poste, à la fin. Je construis mon voyage en décidant de partir, d'abord 3 mois en Asie, de commencer, par le Cambodge, de traverser le Laos et ensuite de finir par le Vietnam. Et ensuite 3 mois pour faire, le chemin de Compostelle, pour plus, me retrouver moi. J'ai 32 ans et donc quelques mois plus tard, je me retrouve, dans l'avion pour, le Cambodge. Ça fait des mois que je prépare ce voyage, avec beaucoup d'enthousiasme et au moment où ça se concrétise et au moment où je suis dans l'avion, je m'effondre et je pleure, pendant tout le trajet en me disant que je suis folle d'avoir fait ça. Je me sens hyper insécurisée. C'est assez difficile ce moment-là. J'essaie de garder le cap et de rester connectée à ce petit truc intérieur qui m'a fait prendre, cette décision. Les premières semaines de mon voyage, il y a des moments pas faciles parce qu'il faut que je reprenne confiance en moi. Au début, pour oser aller vers les autres, c'est compliqué. Avant d'oser parler à quelqu'un pour demander une petite chose, je prépare la phrase pendant 10 minutes et avant d'oser le dire. Et puis, au fur et à mesure des jours, ça me prend de moins en moins de temps et les choses deviennent beaucoup plus naturelles et je sens que je reprends confiance en moi, que je m'épanouis et pour oser à nouveau. Et je retrouve des sensations que j'avais eues presque 10 ans plus tôt au Mali, en fait, et que j'avais perdues. Les 3 mois de voyage en Asie se passent. Je m'éclate, quoi. Tout se passe bien, je me sens hyper connectée à mes envies, je fais des rencontres incroyables. C'est vraiment un voyage, qui me ressemble et je rentre de mes 3 mois de voyage, en Asie et quelques jours après, je pars, sur le chemin de Compostelle. Je voulais, enchaîner pour, rester dans la dynamique, de mon voyage. L'émotion est vive, quand je repars, du début parce que je me vois 1 an avant et je vois déjà le chemin que j'ai parcouru après ce voyage et je suis vraiment émue. Et donc je me retrouve, à nouveau sur le chemin. Cette fois-ci, j'ai tiré les leçons de toutes les erreurs que j'ai fait l'année d'avant. J'ai retenu les conseils que j'avais eus et du coup, je fais des plus petites étapes, j'ai du bon matériel et ça se passe, vraiment mieux. Bon, malgré ça, j'ai quand même beaucoup d'ampoules. Je suis aussi assez fatiguée parce que j'ai enchaîné avec mon voyage et le décalage horaire. C'est pour ça que, au bout de 2 semaines, j'arrive dans un gîte. Ça faisait quelques jours que c'était difficile physiquement et moralement et j'essayais de tenir et là, quand j'arrive, dans ce gîte, je m'effondre en pleurs. Je sens que mon corps il suit pas, je me sens démoralisée, j'ai l'impression que j'arriverai jamais à atteindre mon objectif. Dominique, c'est la personne qui tient le gîte et qui m'a accueillie. Il a été super touché de me voir comme ça et voilà, il a pris le temps, de me rassurer, de me réconforter. J'avais beaucoup d'ampoules aux pieds et donc il m'a soignée et tout le monde était très bienveillant et j'avais prévu de prendre un jour de pause, 2 jours plus tard dans une ville où il y avait plein de choses, à visiter et là, je sentais que c'était maintenant que mon corps, il avait besoin d'une pause et j'ai lâché parce que je me suis dit que si je lâchais pas, mon corps, il m'emmènerait pas là où j'avais envie d'aller et qu'on formait une équipe, en fait. Et Dominique, il m'a suggéré de prendre une journée de pause chez lui et je me suis dit que c'était une bonne idée. Dominique, il tient le gîte, depuis 7 ans. Il a, 69 ans. C'est quelqu'un de hyper, dynamique et hyper actif, qui est très souriant et on voit vraiment qu'il aime accueillir les pèlerins et prendre soin d'eux. Et je me dis, «Mais qu'est-ce que je vais faire toute une journée dans ce hameau où il y a seulement 7 habitants?» Avec Dominique, du coup, on passe la journée tous les 2 et on discute pas mal et il continue à m'aider, à lâcher prise, à me dire que ça serait bien que de faire des plus petites étapes et de plus, m'écouter et je me repose, ça me fait beaucoup de bien et avec Dominique, on passe du temps ensemble, à discuter et il me rassure et il m'écoute et le lendemain, quand je repars, je me sens beaucoup plus sereine, beaucoup plus apaisée et j'ai retrouvé, de la confiance.
Et là, il me reste 4 kilomètres, à faire avant d'arriver à Compostelle et je crois que je pleure sur ces 4 derniers kilomètres parce que, je suis hyper émue. Là, je me dis qu'il y a rien qui peut m'arrêter quand j'arrive devant cette cathédrale que j'ai tant imaginé, rêvé, fantasmé et que je me dis: «Bah, ça y est, j'y suis arrivée». Je me sens, hyper fière de moi. Je me dis que j'aurais jamais cru être capable de faire ça et que pourtant si, j'ai réussi à le faire je suis vraiment très heureuse. Cette joie, j'ai envie de la partager, avec mes proches que j'appelle et j'appelle aussi Dominique. On s'était pas parlé, à part par message, depuis que j'étais passée dans son gîte 2 mois avant il était vraiment très heureux de savoir que j'étais arrivée au bout il était super, heureux aussi que je le partage avec lui, ma joie d'être arrivée. Et moi, après avoir marché 1600 kilomètres, je sens que j'ai retrouvé de la confiance en moi et de la confiance aussi, aux autres. Je me sens prête à escalader des montagnes et là, je me dis que maintenant tout va bien aller, en fait. Je rentre à Nantes après ces, 6 mois de voyage. Quand je reviens, je sens que j'ai vraiment retrouvé de la confiance en moi et que je me sens plus connectée avec mes envies et que, mes peurs, elles sont toujours là, mais que je les ai apprivoisées et qu'elles m'empêchent moins de faire les choses. Donc, je vais beaucoup plus facilement vers les autres. Voilà, je discute, avec, des gens dans les transports, et je suis vraiment plus connectée avec mes envies. Et c'est pour ça d'ailleurs que je décide, de vivre en coloc alors que j'avais toujours dit que c'était pas fait pour moi. Et en parallèle, je retrouve mon poste, à l'hôpital psychiatrique. Je me retrouve, après 6 mois à être dehors tout le temps au contact de la nature. Je me retrouve, en service fermé, voilà, entre 4 murs et c'est assez, compliqué pour moi et effectivement, j'ai retrouvé de l'énergie mais elle va vite, être mise à mal par, le contexte professionnel qui s'est, dégradé, pendant mon absence encore plus avec, beaucoup d'insécurité, avec des violences, des conditions de travail qui se sont aussi dégradées au bout de quelques mois, je me sens vraiment mal. Il y a vraiment un décalage entre ce que je ressentais, pendant mon voyage où il y avait beaucoup de bienveillance, beaucoup de joie, beaucoup d'apaisement et je me retrouvais dans des conditions qui étaient vraiment à l'opposé avec beaucoup de violence, beaucoup d'insécurité et c'était très compliqué à vivre pour moi. Je sentais qu'il y avait quelque chose de divisé, en moi en fait, plus les semaines passent et plus, je me sens mal au travail. J'ai peur d'aller travailler parce que je me sens pas protégée. Quand je rentre, chez moi après ma journée de travail, j'ai pas l'impression d'avoir fait du bon travail et d'avoir pris soin des gens. Pas par manque de volonté, mais juste parce que le contexte, me le permet pas. Et au bout de quelques semaines, je finis en arrêt de travail parce que je suis épuisée et je sens que j'y arrive plus. Je me sens en lutte avec moi-même parce que je comprends pas pourquoi. Sachant que 3 mois avant, je suis rentrée de mon voyage hyper confiante, hyper sereine, en me disant que tout allait bien aller. Et là, je suis au fond du trou et je suis épuisée et je me dis que c'est pas normal. Et en fait, c'est au bout de quelques semaines que je comprends que, bah si, c'est tout à fait normal parce que ce voyage, il m'a changée et en tout cas, il m'a fait me reconnecter à mes valeurs. Et moi, je reviens dans un contexte qui n'a pas changé et le décalage, il est juste, évident. Il fallait moi, que ça m'aide à rebondir sur autre chose qui me correspondait plus, en fait. C'est plus possible pour moi de revenir, à l'hôpital, psychiatrique et on me propose, du coup un remplacement, d'un service où c'est, moins compliqué. Il y a un poste, qui paraît, en pédopsychiatrie avec des enfants et c'est un poste dont je rêve depuis longtemps et du coup je suis retenue et le hasard fait que c'est à 1 kilomètre de la maison. Au moment où je quitte l'hôpital psychiatrique pour la dernière fois, je me retourne en fait et je dis, au revoir. Ça a été 10 ans de ma vie, mais je sens que j'ai plus ma place et qu'il y a d'autres choses, qui m'attendent. Et à ce moment-là, après, je suis vraiment hyper épanouie, sur tous les plans et c'est vraiment et je suis hyper heureuse. Ce qui s'est passé, pendant mes 6 mois de voyage, j'ai vraiment à cœur que ça porte ses fruits et de pas repartir en arrière. Et du coup, c'est pour ça que je suis attentive à continuer à faire des choses seule, à continuer à aller vers l'inconnu. Et par exemple, je pars, toute seule, voilà, faire un week-end à Édimbourg et au début, j'ai à nouveau cette angoisse et cette peur de pas y arriver et que ça se passe mal. Mais ça part beaucoup plus vite parce qu'il y a cette confiance en moi
Et ça, c'est quelque chose que je continue à faire régulièrement parce que je sens que ça pourrait repartir dans l'autre sens si je suis pas attentive. 2 ans plus tard, on est l'été 2020. C'est un peu compliqué pour voyager à cause du Covid et je décide pendant mes vacances de repartir faire un bout de chemin de Compostelle. Je sens que j'ai envie de me reconnecter à ce que j'ai vécu. Ça me trottait dans la tête depuis un petit moment. Après avoir fait ce petit bout de chemin, je décide de faire la surprise à Dominique, de revenir le voir à son gîte. Et j'arrive, et quand il me voit, il me regarde et il me dit «Oh, t'es revenu». Et il a eu les larmes aux yeux, et moi, du coup, j'étais aussi hyper émue. C'était un moment fort, et j'avais vraiment envie de lui dire merci pour ce qu'il avait fait pour moi à un moment donné où ça allait pas. Et j'avais aussi envie de lui faire partager comment j'étais épanouie et alignée dans ma vie, en fait. Il y avait sa femme qui l'avait rejoint juste à ce moment-là, et on passe la soirée tous les trois. Et on se raconte nos vies, et donc je lui parle de ma vie à Nantes, de mes colocs, de mon boulot que j'adore. Et lui, il me dit que ça fait 7 ans qu'il tient le gîte et qu'il commence à fatiguer et qu'il pense arrêter l'année d'après. Il me regarde et il me dit tu veux pas reprendre le gîte? Et alors moi, j'éclate de rire et je lui dis mais n'importe quoi. J'adore ma vie, je vais pas venir dans le fin fond du Lot tenir ton gîte. Et le lendemain matin, je repars. Et ensuite, je vais faire une semaine de bénévolat dans un autre gîte parce que j'avais envie de rendre ce qu'on m'avait donné et d'accueillir à mon tour. Et c'est une expérience incroyable, et la personne qui tient ce gîte me dit « Mais Estelle, ça te va bien de faire ça, t'as toutes les compétences, tu devrais faire ça. » Et moi, je dis « Non, 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 jamais je ferai ça, c'est beaucoup trop dur, je suis pas capable. » Et je finis mes vacances et je rentre à Nantes et je suis hyper contente de retrouver mes colocs et de reprendre mon boulot. Et vraiment peu de temps après, je repense à la proposition de Dominique. Je me visualise des années plus tard à me dire et si tu avais dit oui, et si tu l'avais fait, et à le regretter. C'est une évidence pour moi que j'ai pas envie de vivre avec des regrets, et que je pense qu'il n'y a pas de hasard dans la vie, et que si ça se présente, peut-être que c'est ce que j'ai à vivre. Quand j'enlève toutes les peurs, je réalise que c'est tout ce que j'aime, en fait. Accueillir, cuisiner, prendre soin des autres, être à la campagne. Et donc je rappelle Dominique et je lui demande si sa proposition, elle tient toujours. Il m'a dit oui, c'est sérieux, si t'as envie, c'est ok. Je décide d'aller passer un week-end pour qu'il m'explique comment ça marche, et que je vois vraiment une journée type, et que je vois si ça me plaît, si je me projette à faire ça et dans ce lieu-là. Le week-end se passe très bien, et c'est pour ça qu'à la fin du week-end, on fait une photo tous les deux, et je dis ok, je vais le faire, c'est parti quoi. Je rentre à Nantes après le week-end, et j'annonce à tout le monde que je pars toute seule tenir un gîte sur le chemin de Compostelle dans le Lot. Tout le monde est hyper surpris parce que j'avais jamais dit que je voulais changer de vie, mais moi-même je savais pas que je voulais changer de vie. Et il y a des collègues qui m'ont dit « Mais t'adores ton boulot, t'adores ta vie ?» Et j'ai dit « Oui, mais il y a cette opportunité qui se présente, et j'ai envie de le vivre aussi. » Passé la surprise, tout le monde m'a encouragée et m'a dit qu'il me voyait bien faire ça, que ça m'irait bien. Ça m'a vraiment motivée à me lancer. Et il y a quelques mois ensuite qui se sont écoulés, je commençais à préparer, je savais que c'était là. Mais quand c'est arrivé et qu'il a fallu que je quitte mon travail, ça a été hyper difficile parce que j'étais hyper attachée aux enfants et je me sentais vraiment investie, et j'avais l'impression de les abandonner. Et quand j'ai dit au revoir à mon médecin-chef, elle m'a dit « Tu vas continuer d'être infirmière dans un cadre plus doux que celui de l'hôpital. » Et ça, c'est une phrase qui m'a fait beaucoup de bien parce que j'avais besoin de l'entendre, et en fait, qu'elle avait raison. Je changeais le contexte, mais j'allais juste prendre soin d'une autre façon. Quand j'ai fait mon pot de départ et quand j'ai fait un petit discours, je leur ai dit que c'était mon rêve de travailler en pédopsychiatrie, et que j'avais réalisé mon rêve, et qu'il y avait un autre rêve qui était arrivé, et que j'avais aussi envie de le réaliser. On est fin mars 2021, et et je quitte tout, et je prends ma voiture, et j'arrive au gîte. Je suis toute seule et je connais personne, mais je suis vraiment heureuse, et je sens que je suis là où je dois être.
Et quelques jours après, le 8 avril 2021, je reçois mes premiers pèlerins. Et symboliquement, c'est assez fort pour moi parce que c'est 3 ans, jour pour jour, après mon départ du Puy-en-Velay, qui était le 8 avril 2018. Et ça y est, à ce moment-là, je deviens hébergeuse et l'aventure commence. Très rapidement, j'étais comme un poisson dans l'eau. Je me suis fait plein d'amis. Au gîte, ça se passait vraiment super bien. Je me sentais à l'aise. J'ai rapidement pris mes repères et j'ai pris confiance et j'ai senti que j'avais fait vraiment le bon choix et à aucun moment j'ai regretté. Ce que je découvre dans cette activité, c'est moi qui décide en fait. Et il n'y a personne pour me dire ce que je dois faire ou comment je dois le faire. Je dois juste me connecter à qu'est-ce qui est OK pour moi et si c'est OK avec mes valeurs. Et ça, c'est quelque chose que je trouve vraiment précieux et que je n'avais pas connu à l'hôpital. Et avec les personnes que j'accueille, en fait, on est dans un rapport très simple et très bienveillant qui se fait de manière très naturelle et voilà et je suis là pour accueillir ce qu'ils ont à déposer, pour les écouter, pour prendre soin d'eux et je m'épanouis complètement là-dedans et même s'il y a des moments plus difficiles avec les contraintes, voilà de devoir se lever tous les jours, de tout faire toute seule, je sens que ça m'apporte beaucoup, que ça me fait avancer aussi et que ça me fait mieux me connaître et apprendre à poser mes limites, apprendre à dire non. Je me sens vraiment privilégiée de faire cette activité avec tous ces aspects humains et je sens que ça me fait grandir et que je continue sur le chemin de la connaissance de soi et la connaissance des autres et toutes les histoires qu'on me transmet, je sens que ça m'enrichit et que ça me donne beaucoup d'espoir. En fait, il y a pas longtemps, il y a une pèlerine qui est passée au gîte et le soir, dans la conversation, j'avais juste dit que avant j'étais infirmière et voilà, sans dire plus. Et le lendemain, quand elle est partie, elle m'a dit qu'elle aussi, elle avait été infirmière toute sa vie. Quand j'avais parlé de ça, elle s'est questionnée, elle s'est dit: «Mais comment est-ce qu'on en arrive à abandonner son métier et à arrêter d'être infirmière, en fait, et à tout quitter?» Ensuite, elle m'a dit qu'elle avait compris en voyant toutes les petites attentions au gîte que je fais pour les pèlerins, ma façon d'accueillir et d'être à l'autre. Et elle m'a dit que, en fait, je continuais de prendre soin et je continuais d'être une infirmière. Et son témoignage, il est venu apaiser quelque chose chez moi. Et vraiment, il est venu aussi confirmer que il y a plein de façons de prendre soin et que la meilleure façon, c'est de continuer à le faire en respectant ses valeurs, en fait. Dominique, il m'avait fait cette proposition pour 2 ans parce qu'après, voilà, il a envie de récupérer son gîte. Et moi, très rapidement, j'ai su que je reviendrai jamais à l'hôpital parce que ça correspondra plus à mes valeurs. Et je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire? C'était une question qui était un peu source d'angoisse pour moi. Mais j'ai aussi décidé de me faire confiance et de voir ce qui allait se présenter. Durant l'été 2021, j'accueille une pèlerine qui me parle d'un projet qu'elle avait fait plus jeune. Elle avait fait une demande de permis vacances-travail au Canada. Et cet échange, il réveille quelque chose en moi. Et le Canada, c'était un rêve depuis longtemps et je l'avais un peu oublié. Et donc, quelques mois après, je décide de tenter ma chance et de m'inscrire pour postuler à ce PVT. Il y a tellement de demandes qu'en fait, c'est un système de tirage au sort qui a lieu chaque semaine. Et du coup, il y a des quotas. J'avais pas trop d'espoir parce que c'est un permis qu'on peut avoir jusqu'à 35 ans. Et donc, il me restait 7 mois avant mes 36 ans. Et donc, au début, je surveille les tirages au sort et je vois que ça marche pas. Et donc, j'oublie un peu ce projet et j'avance. En avril 2022, je reviens pour ma 2e saison au gîte. Un soir, je reçois un mail et j'ouvre et je vois que c'est l'immigration canadienne. Je vois la date qu'on est et je me dis oui, bon, bah, c'est pour me dire que je suis trop vieille et que je sors du bassin. J'ouvre le mail et là, je lis vous avez été tiré au sort. Et là, mon cœur s'est mis à battre parce que j'y croyais plus tout et j'avais même un peu oublié. Et donc, je savais pas ce que j'allais faire après le gîte. Et là, y a un nouveau rêve qui se présente à moi. Et donc, je vais pouvoir partir 2 ans au Canada pour voyager et travailler. Quelques mois après, je regarde un mémo dans mon téléphone où je note mes projets et mes rêves.
je retrouve, quelque chose que j'avais écrit des années auparavant où, je parlais de mes rêves, du Canada, en fait, et j'avais oublié que j'avais écrit ça. Et là, je m'apprête à vivre, du coup, ma 3e vie, au Canada pour une nouvelle aventure. Je me sens très heureuse d'avoir pu, vivre, cette expérience, et le fait que ce soit qu'une parenthèse, ça enlève rien, et je sens que j'ai vécu ce que j'avais à vivre, et que je serai plus jamais la même. Il y aurait pas cette opportunité qui se présenterait si j'avais pas, ouvert cette porte, en fait. Et maintenant, voilà, les portes qui s'ouvrent à moi, elles correspondent à où j'en suis aujourd'hui et vers quoi j'ai envie d'aller. Et je regrette rien, en fait. Et je porte vraiment un regard, très fier et avec beaucoup de douceur sur, mon parcours. Et je suis aussi très excitée de tout ce qui m'attend parce que maintenant je sais que je mets plus de limites à ce qui va se présenter et que je saurai ouvrir, toutes les portes. Il y a une citation, d'un auteur qui s'appelle Paulo Coelho qui dit: «C'est le courage que l'on a de prendre un chemin qui le fait apparaître et qui nous en fait entrevoir d'autres». Pour moi, elle résume l'histoire de ma vie, et je me dis que si j'avais pas eu le courage de prendre, le chemin du gîte, il y aurait jamais eu cette aventure au Canada qui se serait, profilée. Et je crois que maintenant, c'est comme ça que j'ai envie de construire ma vie, de pas laisser les peurs décider et de laisser libre cours à toutes mes envies et à tous mes rêves, en fait. Quelque temps après, je demande à Dominique pourquoi il m'a proposé de reprendre le gîte, sachant que j'avais pas dit que je voulais changer de vie. Et il m'a dit: «J'ai senti que t'étais à un moment de transition dans ta vie et que ça serait un tremplin pour toi». Et il a senti quelque chose que même moi, je savais pas. Vous venez d'écouter Transfert, épisode 209, un témoignage recueilli par Capucine Rouault. Il a été produit et réalisé par Slate.fr sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Septem-Ours. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz. Prise de son, Benjamin Septem-Ours. Montage et réalisation, Victor Benamou. L'introduction a été écrite par Benjamin Septem-Ours et lue par Aurélie Rodriguez. Retrouvez tous les épisodes de Transfert sur Slate.fr ou sur votre application de podcast préférée. Pour proposer une histoire, vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse transfert@slate.fr.